Bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue sur Afro Rebelle. Aujourd'hui, nous parlerons de l'historicité socio-sexuelle, n'est-ce pas, des peuples africains. Et nous parlons surtout notamment de l'homosexualité en Afrique. Donc avec Afro Rebelle, on a essayé comme ça de décider qu'on allait démystifier l'homosexualité en Afrique et effacer, n'est-ce pas, ces croyances populaires des Africains, de nos frères et sœurs qui, malheureusement, chaque jour encore et plus continuent de dire que l'homosexualité, ça vient de l'Occident, l'Occident nous l'impose. Je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre les droits de l'homme que l'Occident demande aux pays africains de respecter. C'est quand même assez pathétique pour nous, Africains. C'est vraiment pathétique de voir un peuple que le blanc vient lui dire « respecte le droit » des humains. Un peuple qui a été martyrisé, un peuple qui a été esclavagisé, un peuple qui a été colonisé, un peuple qui a été ostracisé. De voir ce même peuple-là qu'on a fait subir toutes les atrocités immondes, qu'on soit encore obligé de venir dire à ce peuple-là, pardon, pardon, respecte celui-là. Il est différent, mais pardon, respecte-le. On t'a tué, on t'a vendu, on t'a violé, on t'a fait tout les maux du monde entier parce que tu étais noir, parce qu'on considérait que tu étais quelqu'un de faible. On s'est finalement rendu compte que tu avais une histoire et que tu avais toute une civilisation qu'on a effacée. Mais aujourd'hui, là, on te dit pardon, les temps ont changé. Même nous qui vous avons fait du mal, on reconnaît le droit des homosexuels. Comment se fait-il que toi, Africain, tu veux juste tuer ton frère qui n'est pas comme toi? C'est pathétique quand on est un Africain, c'est pathétique. L'homosexualité, ce n'est pas une question africaine, ce n'est pas une question occidentale, c'est une question d'humanité. L'homosexualité, ça touche les humains. Mais certaines personnes ont réussi avec le temps, et surtout beaucoup, mais alors là, beaucoup de mauvais politologues, beaucoup de mauvais pasteurs ont réussi à faire comprendre aux Africains que cela venait de l'Occident. Et que la Banque mondiale imposait ça au Cameroun. Mais c'est sûr que lorsque tu n'as pas d'argent et que tu t'en vas demander de l'argent à un blanc, le même blanc remarque que chez toi, tu as plutôt tendance à martyriser ta population. Il y a de fortes chances qu'ils te disent que désormais, mon aide au développement de ton pays va avec le respect des droits de l'homme que tu as chez toi. Donc, il va de soi que si tu ne respectes pas les droits de l'homme chez toi, je ne te prêterai plus de l'argent. Alors, trouve-toi de l'argent. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Celui qui vous prête de l'argent a la force. Sinon, mais débrouille-toi. Celui qui te prêtera de l'argent aura toujours le dessus sur toi. Celui qui te prêtera de l'argent va toujours regarder comment tu fais de l'argent que tu demandes. Celui qui te prêtera de l'argent regardera comment tu traites ta famille, regardera comment tu traites tes enfants. Pourquoi moi, devrais-je prêter de l'argent à quelqu'un qui maltraite d'autres personnes? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous donnerez votre argent à quelqu'un qui maltraite d'autres humains? Pour quelle raison? Vous ne le ferez pas. Donc, ne confondez pas les directives de la Banque mondiale qui voudraient qu'on ne prête de l'argent qu'à des États qui respectent les droits de l'homme avec, on est en train d'obliger les Africains à accepter l'homosexualité. Ce n'est pas une importation. Les Européens aussi, eux, à l'époque, ils ne savaient pas c'était quoi l'homosexualité. Ils avaient mis ça dans une case maladie pour se rendre compte que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas la Banque mondiale qui demande à Shakira au Cameroun d'être un homosexuel. Il n'y a aucun blanc qui arrive en Afrique et qui dit « Toi, tu vas devenir homosexuel ». Pensez-y, les gars, pensez-y. Et là, tout le monde va comme des moutons dans une caravane. On est comme ça, des suiveurs. On fait du suivisme. Si on a dit que ça vient du blanc, ça vient du blanc. Alors c'est faux. Et c'est grossièrement faux. Et chaque jour, je vous en fais la preuve ici. On est à notre 4e vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homosexualité au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sud-Soudan et l'homosexualité au Zanzibar. Voilà un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, je remercie les personnes qui partagent. Merci vraiment à vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui la regardent, qui aiment cela, mais qui refusent que la connaissance aille à d'autres personnes. Or, on dirait que nous, les Africains, on est fait pour être juste des croyants. On n'aime pas la connaissance. Fait que même quand la vérité est là, il y a même quelqu'un qui m'a dit, et je vous le dis, il y a quelqu'un qui a commenté, si vous allez en bas de mes publications sur Afro Rebelle, il y a quelqu'un qui a dit « Toutes les connaissances ne sont pas bonnes à savoir ». Ah, il y a quelqu'un qui a dit ça. Donc, oui, Félix, l'homosexualité, ok, d'accord, on comprend qu'en Afrique, il y avait ça, mais il ne faut pas le dire. Voyez-vous? C'est ça. Et quand je suis allé sur le mur de la personne, j'ai remarqué qu'il était un genre, il était dans l'église, dans l'église, dans l'église. Voilà. Voilà un peuple qui refuse la connaissance au détriment de la croyance. Voilà les gens qui vous disent, Félix, ne nous donne pas cette information. Laisse comme ça. Laisse-nous croire ça. Non. Je dis non, je suis africain et je vais dire non à cela.
Aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité au Bénin. Alors, est-ce que les Béninois ont connu l'homosexualité? Anciennement appelé le Dahomey, eh bien, le Bénin aujourd'hui est un territoire, oui, qui a connu l'homosexualité depuis fort longtemps, avant l'arrivée des colons. Et en plus, au très bas âge. L'expression gaglo, c'est dans la langue fon béninois. Gaglo veut dire homosexualité, veut dire un homme qui prend un autre homme comme femme. Voyez-vous, gaglo. Les jeunes enfants béninois jouaient toujours tous ensemble, les garçons comme les filles, jusqu'à l'adolescence. Une fois l'adolescence, il y avait une sorte de ségrégation d'enfants. Donc les filles allaient d'un côté, les garçons allaient de l'autre côté, même dans les études. Alors, les garçons qui n'avaient plus la possibilité d'être avec des jeunes filles pour jouer à des jeux érotiques. Et c'est ainsi qu'en jouant entre eux, les garçons ont commencé à flirter et à explorer leur sexualité, à explorer les orifices de leur corps. Et c'est comme cela que d'aucuns se sont retrouvés, n'est-ce pas, en train d'aimer d'autres garçons et en train d'avoir des relations homosexuelles avec d'autres garçons. Et cela pouvait durer dans l'adolescence ou alors plus tard, d'autres continuaient tout simplement. La même chose que les jeunes Bafia au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas venir dire que c'est les colons qui ont imposé ça à ces enfants-là. Allons au Burkina Faso, chez les Mossi. Les Mossi sont un peuple africain, ouest-africain. Ils sont établis au Burkina Faso, mais vraiment, la plus grande concentration des Mossi ici au Burkina Faso. On les retrouve aussi au nord de la Côte d'Ivoire, on les retrouve également au nord du Ghana et un peu au Bénin. Le royaume Mossi fut très important du 14e au 19e siècle. C'est l'arrivée des Français en 1896 qui va précipiter le déclin de ce royaume. Alors, chez les Mossi, l'homosexualité était très présente. Le royaume Mossi pratiquait l'homosexualité. Chez les Mossi, les jeunes garçons appelés Soroné, qui étaient les plus beaux et qui avaient entre 7 et 15 ans, étaient choisis par des chefs. Ces jeunes garçons devenaient des homosexuels en se revêtant de vêtements de femmes. Et ils avaient ainsi des rapports sexuels avec des chefs et des patriarches et des notables dans le royaume aussi. Ces jeunes enfants, ces jeunes garçons étaient appelés Soronés. Tous les vendredis, dans le royaume Mossi, les relations hétérosexuelles étaient proscrites, interdites. Donc, le roi avait décidé à ce que les femmes avaient comme du repos les vendredis. Eh bien, les garçons qu'on appelait les Soronés devenaient tout simplement des objets sexuels pour des personnalités importantes dans le royaume Mossi, notamment les chefs et les notables. Donc, tous les vendredis, les femmes étaient en pause sexuelle, tandis que les hommes pouvaient continuer de jouir auprès des jeunes garçons. Une fois que ce jeune garçon qu'on appelle le Soroné atteint l'âge adulte, eh bien le chef lui donnait une femme. Il quittait donc ainsi le royaume et pouvait donc vaquer à des occupations comme homme à des occupations pour faire grandir la société. Eh bien, avec sa femme, ils vont faire des enfants. L'enfant né de cette union devenait lui aussi un Soroné. On est dans une société de caste. Le jeune enfant né de cette relation devenait malheureusement un objet sexuel malgré lui. On n'est pas ici dans un schéma d'homosexualité choisi. On n'est pas ici dans un schéma d'homosexualité identitaire. On est ici dans un schéma d'homosexualité situationnel, même par obligation. Il devient un objet sexuel parce que son père fut un objet sexuel. C'est un enfant choisi par les chefs dans un royaume. Et en plus, on choisissait des beaux enfants. On les appelait les Soronés. C'est-à-dire qu'ils étaient beaux et jeunes. Et une fois qu'il se marie, il fait un enfant. L'enfant devient lui aussi un Soroné, un esclave sexuel pour satisfaire les besoins des chefs tous les vendredis. Donc vous comprenez qu'à ce niveau, l'homosexualité est vue comme acquise, comme une prédisposition sociale. Vous comprenez ici qu'on est dans des critères qui sont totalement subjectifs parce qu'on choisit le jeune Soroné par goût. Il est beau, il est jeune. Alors, autrement dit, il faisait bien d'être laid dans cette société-là.
Donc voilà une société où les critères de beauté, qui sont quand même des critères totalement subjectifs, pouvaient vous entraîner, un temps soit peu, vers l'homosexualité. Quittons les Mossis du Burkina Faso et allons faire un tour chez leurs voisins du Sud, les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ont connu l'homosexualité? Les Ashantis sont une population de l'Afrique de l'Ouest, vivant majoritairement au Ghana et bien sûr une autre partie en Côte d'Ivoire. Et les Akans font partie de ce grand groupe-là. Au XVIIe siècle, dans l'empire guerrier des Akans, les esclaves de sexe masculin étaient tout simplement utilisés comme concubines. On les habillait en femmes. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois quand on parle d'homosexualité, en Afrique, ils sont habillés en femmes. Toujours, hein? Pensez-y. Ce qui est particulier, c'est que ces esclaves-là, quand leur maître mourait, eh bien, on enterrait le maître avec l'esclave. On mettait aussi à mort l'esclave. Non seulement tu es esclave, non seulement tu deviens concubine, non seulement tu as des relations sexuelles avec ton maître, ensuite, le gars il meurt, tu te dis, enfin, je vais être libre. Non. On te tue et on t'enterre avec lui. Et dans la société Ashanti, ce type de relation-là, n'est-ce pas, entre un maître et son esclave qui est plutôt sa concubine, puisque c'est un esclave masculin, eh bien, c'était totalement accepté au point où des jeunes hommes libres, qui n'étaient pas des esclaves, se transformaient en femmes et ils étaient tout simplement efféminés dans le but d'attirer l'attention des personnes riches et importantes dans la société. Si un esclave peut avoir tous ces droits-là, en partant de son statut d'esclave pour être la concubine quand même d'une personne importante, car les maîtres n'étaient pas des no-names, c'était des personnes importantes. Eh bien, pourquoi les jeunes hommes libres ne le feraient pas? Et c'est ainsi donc que chez les Ashantis, des jeunes hommes libres s'efféminaient, se transformaient en femmes dans le but de séduire des hommes. Avez-vous vu le blanc là-dedans? Il n'y a pas de blanc. Hein? Avez-vous vu la main d'un occidental à l'intérieur? Il n'y a pas la main des occidentaux. C'est chez nous même en Afrique, chez nous même, chez nos frères ivoiriens. Vous devez savoir que chez les Akans, la société est matrilinéaire. Une société matrilinéaire veut dire que c'est une société où la filiation, dans laquelle chacun relève, est du lignage de la mère. Autrement dit, dans une société matrilinéaire, tout l'héritage va à la femme. Le prestige, la transmission, les biens matériels, tout va au lignage de la femme. Autrement dit, les hommes qui se maquillaient en femme avaient des avantages sociaux liés au statut de la femme, même si c'était des hommes, à partir du moment où ils étaient acceptés par un homme et qu'ils devenaient la concubine d'un homme. Il était donc très avantageux dans la société des Akans d'être une femme parce qu'il y avait donc tout l'héritage, le respect, la dignité qui venait avec. Et donc, si vous vous maquillez et que vous vous efféminez et que vous arrivez à trouver donc un homme qui accepte que vous soyez sa femme dans la société Akan, eh bien, tout l'héritage, le respect, le prestige venait avec parce que vous étiez de facto une femme. Donc, vous comprenez très bien que chez les Akans, être un homosexuel ne posait aucun problème. Mais aucun problème, les amis. Aucun problème. Le plus drôle, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai une amie qui m'envoie une capture vidéo sur un jeune Ivoirien qui s'appelle Apouchou. Et Apouchou National, dans sa vidéo, c'est un jeune homme qui a vraiment, écoutez, il a 14 000 fois mon énergie. Lui, il carbure. Et ce garçon, il fait des dénonciations, ce qui est génial. Sauf qu'il commet beaucoup d'erreurs puisqu'il ne fait pas des recherches. Il a donc dit dans une de ses vidéos, il est ivoirien, que l'homosexualité, que les Gabonais, puisque au Gabon, à cause du confinement, il y a eu des manifestations et les autorités gabonaises, ils ont assassiné des jeunes personnes qui manifestaient, ce qui est atroce. Dans un élan de passion et de verbiage, il a dit que ce qui détruisait la société gabonaise, c'était l'homosexualité. Et que l'homosexualité était la pire chose que le Gabon ait instituée chez lui.
Le truc, c'est qu'il est ivoirien. Il fait sa vidéo en février 2021. Le Gabon a légalisé l'homosexualité en 2020. La Côte d'Ivoire a légalisé l'homosexualité en 2018. Donc lui, il est ivoirien, pour vous montrer comment les Africains sont. Il ne sait même pas que l'homosexualité a été dépénalisée en Côte d'Ivoire. Il critique le Gabon qui a dépénalisé l'homosexualité en 2020, alors que la Côte d'Ivoire a dépénalisé l'homosexualité depuis 2018. En fait, lui, il s'appelle Apoutou National, il est ivoirien, mais il ne connaît pas son histoire. Quand on vous dit souvent, avant de vous moquer des autres, regardez votre derrière. Oui, Apoutou National, je ne pense pas que tu écoutes mes chroniques, mais la Côte d'Ivoire a dépénalisé l'homosexualité depuis 2018. Donc, quand tu critiques les Gabonais, attention, la Côte d'Ivoire a aussi beaucoup d'homosexuels. Et ils appellent ça Amosongolé. Les Kondo, c'est un peuple d'Afrique centrale qu'on retrouve particulièrement au Congo. Eh bien, la femme Kondo s'adonnait à l'homosexualité situationnelle. C'est des femmes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes. Mais lorsqu'elles n'étaient pas satisfaites, eh bien, cette femme-là devenait tout simplement des lesbiennes le temps de trouver satisfaction entre elles. Donc, vous voyez les gars, une fois de plus, il n'y a pas la main d'un blanc dedans. Il n'y a pas la main d'un colon. Il n'y a pas un colon qui est venu dire à cette femme-là, mesdames, si vos maris n'arrivent pas à vous donner satisfaction, allez-y, amusez-vous. Non. Les femmes Kondo au Congo savent avoir du plaisir entre elles. Allons au sud-ouest du Soudan. Les Azandés. Les Azandés sont un peuple qu'on retrouve donc au sud-ouest du Soudan, des Bantous. Et ces Azandés, dans cette société-là, les femmes s'adonnaient au lesbianisme depuis très longtemps. Et dans ces maisons-là au sud du Soudan, les familles étaient beaucoup plus polygames. Donc, les femmes utilisaient des godemichés. On voit ça dans les sex shops. On pense que c'est le blanc. Mais les godemichés existaient depuis très longtemps en Afrique. Et c'était quoi des godemichés africaines, mes chers amis? Qu'est-ce que les femmes utilisaient pour se stimuler, pour avoir du plaisir entre elles? Eh bien, elles utilisaient des morceaux de patates taillées, du manioc taillé ou tout simplement de la banane. Et entre elles, elles jouaient avec cela. Une femme ici, une femme là, la banane au milieu, et elles s'adonnaient à cela, à du plaisir, tout simplement. Vous imaginez-vous? De la patate douce taillée, du manioc taillé et de la banane. C'était des godemichés africains. Le polygame ne pouvait satisfaire toutes les femmes. Admettons que vous avez 10 femmes et que vous dormez chez la première le jour 1, la 10e attend son jour. Entre le jour 1 et le jour 10, la pauvre, elle a séché, hein? Elle attend. Elle attend le gars. Entre-temps, le gars, lui, il baise la première, il baise la deuxième, baise la troisième, baise la quatrième, baise la cinquième, la sixième, baise la septième, baise la huitième, baise la neuvième, baise la dixième. Ah, les hommes, les hommes. Tout pour nous, quoi, zéro pour les autres. Ben, c'est ça. Et vous qui aimez la polygamie, ben, c'est ça. Fait, quand vous prenez plusieurs femmes, là, vous les polygames, là, sachez que elles vous trompent. Si elles ne vous trompent pas entre elles, elles vous trompent avec d'autres hommes. Je vous parle aujourd'hui parce qu'à l'époque, au moins, les femmes, elles avaient peur de l'infidélité. Et puis, elles étaient très, très contrôlées. Donc, à l'époque, chez les Azindés, les femmes trompaient leurs hommes avec des bananes, du manioc et de la patate. Pour avoir des relations homosexuelles entre elles. Les femmes n'ont pas beaucoup de problèmes avec la sexualité. Contrairement à nous, les hommes, nous sommes très coincés. Ce qui est très particulier, c'est que chez les Azindés, les hommes n'aimaient particulièrement pas voir leurs femmes s'adonner au lesbianisme. Ils n'aimaient pas ça. Mais il n'y avait aucun problème lorsque les jeunes garçons, les jeunes hommes s'adonnaient à des relations homosexuelles. D'ailleurs, au sud-ouest du Soudan, c'est un pays en guerre. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a la guerre au Soudan. Ça fait très longtemps que c'est un pays qui est toujours en guerre. D'ailleurs, au sud-ouest du Soudan, chez les Azindés, eh bien, des jeunes garçons militaires épousaient d'autres jeunes avec lesquels ils avaient des relations homosexuelles dans les bases militaires. Il était
inacceptable de passer des nuits avec des femmes et d'avoir des relations sexuelles avec des femmes en temps de guerre. Alors, c'est des jeunes garçons qui servaient dans de femmes. Ils étaient à la fois des cuisiniers, des ménagères et aussi des objets sexuels pour les militaires. Ce jeune garçon se faisait doter, comme on allait doter une fille, Jibioré, c'était le nom du beau-père, Nébioré, c'était le nom de la belle-mère, et on allait les voir, puis on leur donnait des présents pour doter leur garçon. Et le jeune garçon devenait donc ce qu'on appelait un badiaré, donc un badiaré qui veut dire, n'est-ce pas, l'amoureux. Donc, chez les Azendés au sud-ouest du Soudan, l'homosexualité n'était ni tabou, ni banale. C'était une sorte de reproduction socio-sexuelle initiée dans le but de pérenniser les praxis. Praxis, c'est l'adaptation des mouvements avec un but bien visé. Et ici, le but était tout simplement d'éviter que les femmes ne se retrouvent dans des camps militaires. Tout simplement. Est-ce que coucher avec une femme en temps de guerre était signe de malchance? Je ne sais pas. Est-ce qu'avoir une relation sexuelle avec une femme en temps de guerre nous affaiblissait face à l'ennemi? Je ne sais pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au sud-ouest du Soudan, donc chez les Azendés, avoir une relation sexuelle avec un jeune garçon était un signe de sensibilité. Donc, une fois que le jeune garçon grandit, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi s'en va prendre une femme au quartier, il va la doter, mais il la laisse à la maison. Il va par la suite encore doter notre jeune garçon qui l'amène au camp militaire avec lequel il va avoir des relations sexuelles pendant que sa femme chôme au quartier. Et voyez-vous, c'est ça. C'est ça l'homosexualité en Afrique. On est en train de démystifier cela. Donc, ça existait, les amis, avant, très longtemps. Les Héréros sont un peuple autochtone d'Afrique australe. D'accord? Ils appartiennent au même groupe linguistique que les Bantous et en Angola. Donc, chez les Héréros, les femmes s'adonnaient énormément à la tribadie. Le lesbianisme était très courant entre femmes. Et donc, chez les hommes, l'homosexualité était appelée epanga ou encore omukwetu. Epanga désignait les relations homosexuelles et omukwetu désignait l'homosexualité. Epanga, omukwetu. Voyez-vous bien, ça se dit dans les langues africaines. Epanga, relation homosexuelle. Omukwetu, homosexualité. Ce n'est pas une invention. C'est en Afrique. Et chez les Héréros, ce n'est pas compliqué. C'est aussi une forme d'homosexualité situationnelle. Les femmes Héréros, pour justifier la raison pour laquelle elles se retrouvaient en train d'avoir des relations lesbiennes entre elles, elles ont justifié cela par le peu de fréquence de relations sexuelles avec leurs époux. Autrement dit, les gars, si vous donnez moins le sexe à vos femmes, il y a de fortes chances qu'elles se retrouvent dans une forme d'homosexualité situationnelle. Voilà le contexte historique dans lequel ces gens-là se retrouvaient. Beaucoup d'hommes ne prenaient pas au sérieux faire l'amour à leur femme, sans savoir que la femme, elle était chaude, puis qu'elle avait vraiment envie de sexe. Et une fois que ces hommes tournaient le dos, ces femmes-là, eh bien, elles s'amusaient entre elles. Dans le Zanzibar, ce qui est très particulier au Zanzibar, c'est que les femmes là-bas se donnaient plutôt au cunnilingus. Donc les relations homosexuelles entre femmes, c'était beaucoup plus du cunnilingus. Donc la femme allait lécher l'autre. Et l'action de lécher une autre femme se disait kuzagana. Kuzagana, donc cunnilingus, kuzagana, lécher l'autre femme. Et lorsqu'elle introduisait quelque chose, donc l'intromission de quelque chose dans le vagin de l'autre femme, on le disait kulambana. Donc, lécher, c'est kuzagana. Mais introduire quelque chose, c'est kulambana. Kuzagana, cunnilingus, kulambana, pénétration vaginale avec un objet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup mes chers amis, merci beaucoup à vous. Un grand merci à mon nouvel ami Santana. Merci beaucoup de partager, merci de faire connaître cela. Nous essayons ainsi de démystifier l'homosexualité en Afrique. On se revoit la semaine prochaine, on va parler de l'homosexualité en Afrique du Nord. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.